L'économie est donc une question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Vous avez sans doute vu les marchés boursiers baisser considérablement ces derniers jours, pour ne pas dire chuter, devant l'incertitude créée par l'administration Trump et par les déclarations de Donald Trump. La Banque du Canada aujourd'hui abaisse son taux directeur à 2,75 % pour contrer les attaques commerciales des Américains. Je reçois là-dessus un panel de journalistes. Michel Boisvert, d'abord, journaliste spécialisé en économie, Carl Rétino-Paradzelli, journaliste spécialisé en économie pour l'actualité, et Mathieu Dion, chef du bureau de Montréal pour Bloomberg. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, la Banque du Canada dit aujourd'hui dans un même souffle, cette guerre commerciale, elle pourrait être grave, elle pourrait être très grave. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'on parle d'inflation, Michel? On peut bien sûr penser à de l'inflation. Quand on regarde les contre-tarifs qui viennent d'être annoncés par le gouvernement canadien, il y en a déjà eu une première salve de 30 milliards, une autre aujourd'hui. Il va y avoir de l'inflation. C'est clair qu'il va y avoir de l'inflation et c'est pour ça que la décision qui a été prise aujourd'hui par la Banque du Canada était la bonne décision, était plus facile à prendre parce que justement, on la prend pour contrer les effets de la guerre commerciale, mais les prochaines décisions vont être beaucoup plus difficiles à prendre parce que justement, ça va être de marcher sur une fine ligne entre contrer les effets néfastes sur l'économie canadienne, mais aussi ne pas laisser remonter l'inflation. Donc, ça va être quelque chose d'assez compliqué pour la Banque du Canada pour les prochaines décisions. Bon, on va y revenir à cette question-là, si vous voulez bien. Carl, est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que c'était la chose à faire, ce qu'a fait la Banque du Canada aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense qu'avant les tarifs, avant la menace à laquelle on est confronté actuellement, la plupart des économistes s'attendaient à ce que le taux directeur ne bouge pas aujourd'hui. Mais là, considérant ce qu'on connaît comme élément de surprise qui nous arrive à tous les jours concernant cette guerre commerciale canado-américaine, je pense que la Banque du Canada n'avait pas vraiment le choix d'agir. Et d'ailleurs, les dernières indications économiques qu'on a, les derniers chiffres économiques qui sont sortis, laissent penser que l'économie ralentit, que le marché de l'emploi se fragilise aussi au Canada. Donc, c'est une sorte de coussin, de police d'assurance qu'on s'est donné aujourd'hui en laissant un peu d'air à l'économie canadienne, j'ai l'impression. Bon. Mathieu, est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que ça va donner une espèce de second souffle dans l'immédiat, en tout cas, à l'économie canadienne? Ça prend toujours plusieurs mois avant que le taux d'intérêt, l'effet se fasse sentir dans l'économie. Le danger qui nous guette, c'est la stagflation. Si effectivement les prix commencent à monter au Canada et qu'on a une croissance économique anémique, si ce n'est pas une récession, parce que l'addition de tarifs et de contre-tarifs, selon des économistes, ça pourrait entraîner un recul du PIB de jusqu'à l'ordre de 6 %. Alors, c'est le risque qui nous guette présentement. Pour l'instant, les marchés financiers, selon les données conçues chez Bloomberg, on s'attend à ce que le taux directeur soit d'ici la fin de l'année environ 2,25 %. Est-ce que ça pourrait être plus bas? À voir, mais on est sur une trajectoire où il y aura une baisse des taux d'intérêt pour le moment. Mais la job de la Banque du Canada, c'est de contrôler l'inflation. Et si l'inflation repart à la hausse, elle, c'est pas de regarder ce que Trump fait, c'est de regarder ce que l'inflation fait et doit agir en conséquence. Bon. Alors, si le PIB, je reste avec vous, Mathieu, si le PIB devait reculer jusqu'à 6 % ça me semble énorme, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Eh bien, on plongerait en récession. Ce qui aurait comme conséquence, ce sont des dizaines de milliers de pertes d'emplois, un taux de chômage à la hausse. Et quand je dis 3 à 6 % ce sont des prévisions. L'idée, c'était on pourrait avoir un recul du PIB de 3-4 % avec des tarifs de 25 %. On ajoute à ça les contre-tarifs, comme on voit ce que le gouvernement Trudeau fait à l'heure actuelle. C'est là qu'on vient ajouter du poids sur l'économie canadienne, sur sa croissance en tout cas. Alors, ça s'annonce pas être une très bonne année 2024. Déjà qu'on partait pas d'une période où ça allait très bien là je dis 2025. Déjà, on partait pas en 2024 avec une superbe année, avec une superbe fois de croissance au pays. On s'attend à ce que ça recommence à augmenter cette année, mais ce sera visiblement pas le cas. Bon. Carl, est-ce que vous êtes de cet avis et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer tout ça, là? Je dirais que les gouvernements vont faire bien des choses pour tenter de répondre aux tarifs. Vous avez vu des annonces qui sont sorties récemment pour ce qui est des gouvernements provinciaux, par exemple, puis le gouvernement fédéral aussi qui promet d'être là. On dit qu'on a la marge de manœuvre parce que le ratio dette-PIB pour ce qui est des États, de l'État canadien, des provinces, reste entre guillemets, confortable. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Oui, mais on attend bien sûr de voir ce qui arrive de jour en jour. Pour ce qui est des économies, comme le disait Mathieu, bien sûr, on s'attend à des pertes d'emplois si les tarifs se poursuivent. Et ça, bien sûr, ça va faire mal à des secteurs clés pour des
des secteurs économiques bien précis en Ontario, au Québec et un peu partout au Canada. Alors, on ne les évitera pas, ces impacts, ces répercussions-là, mais on va tenter de les limiter, à tout le moins, du côté des gouvernements. Bon, inflation, récession, Michel, est-ce qu'on peut arriver à limiter ça si on ne peut pas éviter? Limiter, comme je disais, il y a des mesures d'aide, et c'est ce que mes collègues ont dit. C'est bien, de belles mesures préventives, notamment au niveau de l'assurance-emploi, notamment au niveau d'Investissement Canada, où on a décidé de mettre la sécurité économique comme critère pour empêcher que de nos entreprises soient achetées à rabais. Moi aussi, je prône énormément pour la diversification des marchés. Je pense que nos gouvernements ont un travail à faire pour éliminer les barrières tarifaires entre les provinces. Selon Ottawa, ça ferait augmenter de 200 milliards de dollars le PIB du Canada. Donc ça, et c'est quelque chose qu'on contrôle. Il faut absolument se mettre à pied d'œuvre pour éliminer le plus possible et le plus rapidement possible ce qui entrave le commerce entre les provinces canadiennes. Oui, ils sont en train de travailler là-dessus, comme on dit. Sur la diversification des marchés, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. C'est un argument qu'on entend beaucoup, puis c'est vrai qu'il faut diversifier les marchés. Mais le danger qu'on a présentement, c'est que si on prend l'aluminium, on a beaucoup dit qu'on pourrait se tourner vers l'Europe pour exporter de l'aluminium. C'est pas si évident parce que le marché en Europe est déjà bien desservi et l'Europe aussi ne connaît pas une croissance phénoménale à l'heure actuelle. Pour l'aluminium, ils sont desservis par l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe elle-même. Alors, c'est pas nécessairement facile de réorienter les marchés, de diversifier les marchés, surtout si l'économie mondiale devrait être impactée. Même en Asie, c'est la même situation. Bon, je reviens à vous, Michel. Il y a des choses qui sont prévisibles, il y a des choses qui sont moins. Les bourses, par exemple, les bourses, c'est pas l'économie, mais quand même, c'est sans doute un indicateur. C'est un grand reflet de ce qui se passe, en tout cas. Exactement. Alors, on a vu les bourses chuter. Est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce que ça va stabiliser compte tenu du fait qu'on est dans un climat, je dirais, absolument impossible à prévoir? Et ce que détestent les marchés boursiers, c'est justement l'imprévisibilité. Et en ce moment, chaque jour rapporte sa nouvelle économique différente et c'est extrêmement difficile. Donc, il y a des journées où ça va monter, mais moi, je prévois un marché en dents de scie pour une très longue période. Et si les tarifs continuent, il y en a d'autres qui vont arriver le 2 avril, tarif contre tarif, ça va être un moment très difficile pour les bourses, un peu partout sur la planète d'ailleurs. Bon, des bourses en dents de scie, comme le disait Michel. Carl, est-ce que c'est ce que vous prévoyez aussi et pour combien de temps vous pensez? Je suis du même avis, des bourses en dents de scie, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que vous savez, habituellement, les marchés boursiers, les investisseurs réagissent presque instantanément à certaines nouvelles. On nous annonce des tarifs, ça va vers le haut, vers le bas. On nous annonce des contre-tarifs, ça bouge aussi. Alors que là, ce qu'on voit depuis quelques semaines, au moins une semaine du moins, c'est qu'il y a une sorte de fatigue. Les investisseurs ne savent plus trop quoi penser de ce qu'on nous annonce. Et donc, face à cette incertitude-là, c'est comme si la réaction n'était pas la même qu'habituellement. C'est pas aussi instantané. C'est une sorte de trajectoire vers le bas qu'on voit depuis une semaine, qui n'est pas toujours liée à l'instantanéité des nouvelles, mais plutôt à cette espèce d'incertitude ambiante. Donc, à mon avis, tant que cette imprévisibilité-là, cette incertitude-là va persister, les marchés vont avoir des jours difficiles. Alors, un peu de dépression des marchés. Mathieu, est-ce que c'est votre avis aussi? Est-ce que les marchés sont en dépression? C'est qu'il y a aussi une réévaluation des valeurs boursières à l'heure actuelle. Alors, on a eu une croissance phénoménale dans les 2 dernières années au S&P 500, par exemple, où les ratios cours-bénéfices sont très élevés à l'heure actuelle par rapport à ce qu'ils devraient réellement refléter. Alors, les marchés financiers sont en train de regarder pour la prochaine année quel devrait être le prix de l'action au cours des 12 prochains mois. Puis finalement, ils se disent, compte tenu du contexte, compte tenu de ce qui s'est passé dans les 2 dernières années où ça a été extrêmement bien. Peut-être qu'il y a une surévaluation des titres à l'heure actuelle. Alors, on voit aussi de ça dans les marchés financiers présentement. Et on a un texte aujourd'hui sur Bloomberg qui est assez intéressant. C'est que vous avez beaucoup de gens qui sont moyennement fortunés aux États-Unis et qui, là, voient présentement leur portefeuille, qu'ils peuvent transiger eux-mêmes avec toutes sortes de plateformes maintenant, voient présentement leur portefeuille descendre. Alors, ils veulent peut-être aussi s'assurer d'éviter de perdre trop et ça peut amener beaucoup de gens à vendre maintenant pour s'assurer d'avoir un certain profit sur des transactions qui ont été réalisées dans les 2-3 dernières années depuis la pandémie. Quel effet, ça, si c'est le cas, s'ils se mettent, tout le monde, bien pas tout le monde, mais si bien des investisseurs, des consommateurs se mettent à vendre? C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Puis un autre effet de ça, c'est le sentiment que ton portefeuille personnel d'actions ne va pas super bien.
te donne pas envie nécessairement de dépenser dans l'économie. Et c'est un autre risque, ça, pour les États-Unis, que là, il vienne y avoir une baisse de la consommation aux États-Unis parce que le sentiment, le mood est négatif. Et ça pourrait peser sur les titres qui sont plus cycliques dans les marchés. Alors, ce sera à suivre. Mais tout ça se passe présentement. Alors, on dit ça, Wall Street est différent de Main Street, mais là, il y a quelque chose qui se rassemble à l'heure actuelle. Oui, c'est intéressant ça. Alors, un peu la microéconomie qui a une influence sur la macroéconomie. Carl, est-ce que vous êtes de cet avis aussi? Est-ce qu'on peut prévoir que le comportement des consommateurs va influencer l'économie aussi? Oui, bien Mathieu nous parlait du cas américain, mais de ce côté-ci de la frontière également, on va le prévoir, parce que vous voyez ce que nous disait la Banque du Canada aujourd'hui avec des nouvelles données de sondage qui montrent que les entreprises, les consommateurs canadiens sont plus prudents, font face à de l'incertitude pour l'avenir, et donc on peut s'attendre à ce qu'ils soient un peu plus prudents pour ce qui est de leurs dépenses. Donc, les consommateurs vont peut-être dépenser moins, les entreprises vont sans doute investir moins, mettre sans doute des embauches sur pause, peut-être licencier des employés si ça va vraiment mal. Et ça, forcément, si tout ça arrive en même temps, ça affaiblit la demande intérieure, ça affaiblit donc l'économie canadienne, en plus des répercussions des tarifs et des contre-tarifs. Alors, imaginez si tout ça se passe en même temps, disons que c'est vraiment pas bon pour notre économie, donc au Canada, en plus de ce que décrivait Mathieu pour ce qui est des États-Unis. Mais c'est vraiment pas réjouissant. Michel, j'aimerais vous entendre là-dessus également. Non, pas du tout. Est-ce que le comportement des consommateurs va être à surveiller? Est-ce qu'il va y avoir des répercussions sur certains marchés immobiliers peut-être aussi également? Le marché immobilier, on le voit déjà. Par exemple, les ventes de maisons neuves avaient baissé en janvier de 3,3 % par rapport à décembre pour l'ensemble du pays. Et ça s'était fait surtout à la fin du mois de janvier, après l'investiture de Donald Trump. Donc, les gens se mettent sur les lignes un peu de côté. Il y a tellement d'incertitudes. Et aux États-Unis, il y a un indice, c'est l'indice de confiance des consommateurs. Et cet indice-là est en baisse. Et quand on parle de l'indice de confiance des consommateurs, les dépenses de consommation, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est le plus gros indicateur pour faire monter ton PIB. C'est ce qui... Oui. C'est ce qui corrompt. Et donc, si les dépenses de consommation commencent à baisser parce que les gens n'ont plus confiance, ça veut dire que notre économie va baisser, tout comme l'économie américaine. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux consommateurs, aux petits investisseurs, on va dire, qu'est-ce que ça serait? Je sais qu'on dit toujours, il ne faut pas paniquer dans ces moments troubles, mais c'est difficile de ne pas paniquer quand on voit les chiffres baisser. Alors, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, je dirais ne paniquez pas. Il y a une chose à faire. Effectivement, ce que je dirais. Ne paniquez pas, ça veut dire ne vendez pas. Il faut toujours continuer d'investir. On va y aller un à la fois. Mathieu, commençons par vous, tiens. Il faut toujours continuer à investir. Il ne faut pas paniquer, céder à la panique. Il y a toujours un moment où ça va se mettre à remonter. C'est les cycles économiques. Alors, il faut être prêt à l'affronter, puis il va en avoir un plus positif qui s'en vient. Carl, c'est peut-être le moment d'acheter? Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. Si on investit continuellement et donc on fait des dépôts, par exemple, à chaque semaine, bien, c'est des portes d'entrée intéressantes. S'il y a des titres très, très fortement évalués, surévalués, qui soudainement descendent et qu'on les achète, bien, forcément, on profite de la reprise par la suite. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent que les planificateurs financiers vous disent investissez de manière régulière. C'est pas juste la saison des REER dans laquelle il faut investir, c'est tout le temps. Alors, ce conseil-là vaut particulièrement ces jours-ci. Bon, Michel, je vais faire un dernier tour, si vous voulez, là, avant de terminer. Michel, un mot sur les contre-tarifs, la réaction du Canada. Est-ce que ça va nous aider ou ça va nous nuire? J'avoue, bon, la première, les 30 premiers milliards, j'étais particulièrement d'accord. Cette fois-ci, c'est bête, hein, j'ai comme un petit doute. Quand je regarde, l'Europe va faire aussi une riposte, mais attends au mois d'avril. Pour l'instant, on n'a pas entendu parler du Mexique. J'ai juste peur qu'on se retrouve un peu toute seule à réagir aussi rapidement. Il faut réagir, mais en ce moment, j'espère que c'est la bonne décision, mais j'en suis pas convaincue. Carl, c'est la bonne décision ou la mauvaise décision? Sur le plan politique, c'est difficile de dire. À votre question, est-ce que ça va faire mal? Est-ce que ça va nous nuire? Oui, ça va nous nuire, mais c'est attendu. Alors, il faut voir si ce jeu de guerre économique sera à notre avantage éventuellement. Je pense que le gros coup qu'on va asséner, c'est le 2 avril si M. Trump va de l'avant avec les tarifs réciproques, avec cette tranche de 125 milliards de dollars de contre-tarifs. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va parler de contre-mesures costaudes et que ça va faire une réelle différence dans la guerre commerciale entre les deux pays. Mathieu, on termine avec vous. Est-ce que vous craignez le 2 avril?
Pour répondre à une question par rapport au Mexique, ils vont attendre justement au 2 avril avant de répondre avec des potentiels tarifs. Ils vont donner des indications plus à ce moment-là et essayer de voir la voie de la diplomatie d'ici là. D'ici le 2 avril, est-ce qu'il y aura d'autres contre-tarifs? La liste du gouvernement Trudeau est de 155 milliards. Là, ils ont annoncé là, en 2 semaines l'équivalent de 60 milliards qui vont être tarifés à 25 là, comme contre-tarif. Ça commence à être beaucoup. Je vais vous dire une chose de Rosenberg Research. On exporte 20 de notre produit intérieur brut du Canada vers les États-Unis. Les États-Unis exportent 1 de leur produit intérieur brut au Canada. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? C'est la question que je pose. Alors, laissons-nous sur cette question. Merci à vous trois d'avoir répondu justement à nos questions aujourd'hui. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir.